Je m'appelle Juliette, et le jour où je devais épouser l'amour de ma vie, tout s'est effondré à cause d'une seule remarque cruelle. Ce qui s'est passé ensuite a révélé des secrets enfouis depuis 30 ans et a fait tomber tout un empire familial. Au moment où j'ai entendu ces mots sur ma mère et que j'ai fait demi-tour, je ne savais pas que nos vies allaient changer à jamais. Si vous lisez cette histoire, dites-moi en commentaire d'où vous venez. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous, car cette histoire vous montrera que parfois, partir est la chose la plus courageuse que l'on puisse faire. L'église était absolument bondée ce matin-là. Je pouvais entendre les chuchotements avant même de franchir ces immenses portes en bois. Tout le monde parlait de la famille d'Antoine, les de la cour, de leur richesse, de leur raffinement, de leur perfection. Et puis il y avait nous, ma mère et moi, les modestes, celles qui ne cadraient pas tout à fait avec leur monde de clubs privés et de vêtements de créateurs. J'ai serré le bras de ma mère alors que nous attendions à l'entrée notre signal. Elle était magnifique dans sa robe bleue simple, celle qu'elle avait choisie dans le rayon d'un grand magasin. Elle en était si excitée, si fière. Mon cœur s'est gonflé d'amour pour elle alors que la musique commençait à jouer. Les portes se sont ouvertes et toutes les têtes se sont tournées pour nous regarder. J'essayais de garder mon sourire stable alors que nous commencions notre marche le long de cette allée incroyablement longue. Les fleurs étaient superbes, la lumière des bougies était parfaite. Et Antoine se tenait à l'autel, très beau dans son smoking. C'était censé être le moment le plus heureux de ma vie. C'est là que je l'ai entendu. La voix d'Arnaud a coupé la musique comme un couteau. Le frère d'Antoine, assis au 3e rang avec plusieurs garçons d'honneur, s'est penché en arrière avec cette expression suffisante sur le visage. Sa voix était assez forte pour porter intentionnellement. C'est ça sa mère? Oh là là! Ça explique pourquoi la fille n'a aucun goût. Plusieurs demoiselles d'honneur derrière lui ont étouffé des rires gênés. Certains invités ont haleté doucement, mais la plupart restaient figés, bloqués dans cet horrible moment entre le choc et la gêne par procuration. J'ai senti tout mon corps se rigidifier. Le bras de ma mère s'est tendu sous ma main et je savais qu'elle l'avait entendu aussi. Chaque mot, le sourire que je maintenais pour les photographes s'est effondré. Ma vision s'est brouillée de larmes. J'ai refusé de les laisser couler. Pas encore. Pas devant tous ces gens. J'ai levé les yeux vers l'autel, désespérée de voir la réaction d'Antoine. Il avait l'air confus, coupable et absolument terrifié. Mais voici ce qui m'a brisé le cœur à cet instant. Il ne me regardait pas. Il regardait sa famille, plus précisément sa mère, Véronique, qui était assise, le visage de marbre, au 1er rang. Il ressemblait à un petit garçon attendant de voir s'il allait être grondé. C'est là que tout a basculé en moi. J'ai arrêté de marcher. Juste là, au milieu de l'allée, je me suis arrêtée. La musique a continué à jouer quelques mesures de plus avant que l'organiste ne réalise que quelque chose n'allait pas. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je me suis retournée lentement, ma main agrippant toujours le bras de ma mère, et j'ai regardé directement Arnaud. Son sourire narquois ne s'était pas effacé. Il trouvait ça drôle. Il pensait que humilier ma mère à mon mariage était un divertissement. Ma voix est sortie plus stable que je ne l'espérais. Même si tout mon corps tremblait, « Maman, on part maintenant ». Les mots ont résonné dans toute l'église. Des halètements ont éclaté de toutes sa part. Les gens se sont levés, tendant le cou pour mieux voir. J'entendais le déclic des appareils photo. Je voyais les téléphones se lever pour capturer ce moment qui deviendrait sans doute viral en quelques heures. Le sourire d'Arnaud a fini par vaciller, mais il semblait toujours indifférent, comme si tout cela était en dessous de lui. Antoine a commencé à descendre précipitamment de l'autel, trébuchant presque sur ses propres pieds. « Juliette, attends, s'il te plaît, ne fais pas ça. » Mais avant qu'il ne puisse nous atteindre, sa mère, Véronique, s'est mise directement en travers de notre chemin. Elle était immaculée comme toujours, sa robe de créateur coûtant probablement plus cher que la voiture de ma mère. Son expression était froide, autoritaire, pleine de prétention. « Vous ne pouvez pas nous embarrasser comme ça, » a-t-elle dit, sa voix basse mais impérieuse. « Retournez là-haut. » Là-haut, toutes les deux. J'ai regardé cette femme qui n'avait jamais traité ma mère avec une véritable gentillesse, qui avait fait des commentaires passifs-agressifs sur nos origines modestes pendant toutes les fiançailles, qui avait insisté pour payer le mariage parce que clairement nous ne pouvions rien nous offrir de convenable.
Quelque chose en moi a craqué. « Votre famille vient d'humilier ma mère devant tout le monde », ai-je dit, ma voix montant. « Votre fils s'est assis là et a insulté la femme qui m'a élevée, qui a tout sacrifié pour moi, et vous voulez que j'ignore ça, que je retourne là-haut et que je me marie dans cette famille ?» D'autres murmures ont parcouru la foule. Le visage de Véronique a rougi de rage, mais je ne lui ai pas laissé la chance de répondre. J'ai attrapé la main de ma mère et j'ai bousculé Véronique, dépassant Antoine qui balbutiait encore des excuses qui semblaient creuses et désespérées. Dépassant le prêtre qui baissait maladroitement son livret avec les lectures de la cérémonie qu'il ne finirait jamais. Ma mère pleurait silencieusement à côté de moi alors que nous nous précipitions vers la sortie, mais elle gardait la tête haute. Nous avons poussé ces lourdes portes et sommes sortis dans la lumière éclatante du soleil. Les marches de l'église grouillaient soudainement de photographes qui attendaient dehors. Les flashs des appareils ont explosé sur mon visage. Je me suis enfin laissé aller à craquer. J'ai serré ma mère dans une étreinte étroite, juste là sur les marches, ma robe de mariée coûteuse s'étalant autour de nous sur le béton. « Je suis tellement désolée, maman », ai-je sangloté sur son épaule. « Je suis tellement désolée d'avoir failli me marier dans cette famille. Je suis tellement désolée qu'il t'ait traité comme ça. » Elle s'est reculée et a pris mon visage dans ses mains, les larmes coulant sur ses propres joues. « Ma chérie, tu n'as pas à t'excuser. Rien du tout. Tu viens de montrer plus de force que je n'en ai jamais vu. » Derrière nous, les portes de l'église se sont ouvertes à la volée. Les invités sortaient, certains semblant inquiets, d'autres clairement juste affamés de drame. Antoine est apparu dans l'embrasure, essayant toujours de m'atteindre. Mais j'ai levé la main. « Non », ai-je dit. « N'essaie même pas. » Il s'est arrêté, l'air absolument dévasté. Mais je n'arrivais pas à m'en soucier à ce moment-là. Je me suis retournée vers ma mère et ensemble, nous nous sommes éloignés de cette église, de ce mariage, de cette vie à laquelle j'avais failli m'engager. La vidéo est devenue virale avant même que nous arrivions à la maison. Quelqu'un avait tout enregistré, du commentaire d'Arnaud à ma sortie dramatique. Le soir même, c'était partout. La mariée part suite à une insulte. Mariage annulé. La section des commentaires était une zone de guerre absolue. Certaines personnes me louaient pour avoir défendu ma mère, d'autres me traitaient comme étant de dramatique, d'hypersensible, disaient que j'avais gâché un beau moment pour une blague inoffensive. Ce mot me donnait envie de hurler. Ma mère et moi étions assises dans notre petit appartement, toujours dans nos vêtements de cérémonie, faisant défiler les commentaires infinis sur nos vies. Aucune de nous ne pouvait vraiment réaliser ce qui s'était passé. Ce matin même, je me préparais à devenir Madame Antoine de la Cour. Maintenant, j'étais juste Juliette à nouveau, entourée de fleurs fanées et de rêves brisés. C'est alors que le communiqué de Véronique est tombé. Son équipe de relations publiques avait clairement fait des heures supplémentaires. La déclaration était soigneusement formulée, qualifiant tout cela de malentendu malheureux, tout en insinuant subtilement que j'étais émotionnellement instable, que j'avais surréagi, que peut-être le stress de l'organisation du mariage avait eu raison de moi. Elle n'a pas reconnu une seule fois ce qu'Arnaud avait dit. Au lieu de cela, elle s'est peinte comme la belle-mère bienveillante qui avait le cœur brisé par mon éclat. Je voulais jeter mon téléphone à travers la pièce, mais ensuite les captures d'écran ont commencé à apparaître. Quelqu'un, j'ai appris plus tard que c'était un membre du personnel du traiteur, avait entendu Véronique et Arnaud lors de la fête de fiançailles il y a des mois. Ils se tenaient près de la cuisine, pensant être seuls, et cet employé avait été témoin de tout. Les messages échangés entre eux étaient dévastateurs. « Tu as vu ce que portait la mère de Juliette? Si simple. Au moins, on sait d'où Juliette tient son manque de goût. Ça va être plus dur que prévu. La fille a besoin d'une sérieuse éducation sociale. Rappelle-toi juste, c'est un moyen pour arriver à une fin. Est-ce qu'Antoine le sait? » Mes mains tremblaient en les lisant. Ma mère était assise à côté de moi, le visage pâle. Nous savions qu'il nous regardait de haut. Nous l'avions senti dans chaque compliment à double tranchant, chaque sourcil levé, chaque suggestion que les choses soient faites de la manière appropriée. Mais le voir écrit, voir leur mépris exposé si clairement était déchirant. On a frappé à la porte. Je n'ai pas été surprise de voir Antoine se tenir là quand j'ai ouvert, tenant un énorme bouquet de fleurs qui coûtait probablement plus que notre loyer mensuel. « Juliette, s'il te plaît, on peut parler ?» Je ne voulais pas le laisser entrer,
mais ma mère a hoché la tête depuis le canapé. Elle avait toujours été plus indulgente que moi. Antoine s'est assis en face de nous, ses fleurs coûteuses semblant ridicules sur notre table basse d'occasion. Il avait l'air terrible, comme s'il n'avait pas dormi. Ses cheveux habituellement parfaits étaient en désordre. « Je suis tellement désolée », a-t-il commencé. Ce qu'Arnaud a dit était impardonnable. Je l'ai engueulé, je le jure, et ma mère sait à quel point je suis bouleversée. « Tu le savais ?» ai-je demandé doucement. « Savais-tu qu'il parlait de nous comme ça ?» Il a hésité juste une seconde, mais c'était suffisant. Cette minuscule pause m'a tout dit. « Je savais que ma famille pouvait être difficile, a-t-il balbutié. Mais je ne pensais pas que tu savais. Ma voix était plate. Tu savais qu'ils ne nous respectaient pas, et tu m'as quand même laissé planifier un mariage avec eux. Tu as quand même laissé ma mère être humiliée. Juliette, ce n'est pas juste. » Son téléphone a vibré. Il a essayé de le cacher, le retournant sur ses genoux. Un peu chapeau. Mais j'ai aperçu l'écran. Un texto de Véronique. N'admets rien à propos de l'arrangement. L'arrangement, ces deux mots planaient dans l'air comme du poison. Quel arrangement? A demandé ma mère. Sa voix stable malgré la peur dans ses yeux. Le visage d'Antoine est devenu blanc. Rien. Ce n'est rien. Quel arrangement, Antoine? Je me suis levée, tout mon corps tremblant de rage, de peur et de ce sentiment écœurant d'avoir été manipulé d'une manière ou d'une autre. Il ne pouvait pas répondre. Il est resté assis là, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Et j'ai su. Je ne connaissais pas encore les détails, mais je savais qu'il se passait quelque chose de plus grand ici. Quelque chose au-delà d'un mariage et d'un drame familial. « Sors », ai-je dit doucement. « Juliette, s'il te plaît. »« Sors de chez moi, Antoine. Et ne reviens pas tant que tu ne pourras pas me dire la vérité, toute la vérité. » Il est parti, emportant ses fleurs coûteuses avec lui. Ma mère et moi sommes restées assises en silence pendant longtemps après son départ. Pendant que nous essayions de tout assimiler, Arnaud était occupé à aggraver les choses. Il a posté sur les réseaux sociaux le soir même. Certaines personnes ne comprennent pas les blagues. J'imagine qu'on l'a échappé belle, lol. Les commentaires étaient vicieux. La moitié d'Internet s'en prenait à lui, le dénonçant pour sa cruauté, mais l'autre moitié était d'accord avec lui, disant que ma mère et moi étions trop sensibles, que nous ne savions pas rire, que nous étions clairement inférieurs à leur famille. J'étais sur le point d'éteindre complètement mon téléphone quand une notification de message est apparue. C'était de Manon, l'une des demoiselles d'honneur, quelqu'un que je pensais être sincèrement mon amie. « Juliette, je dois te parler. Tu ne sais pas tout. On peut se voir? » Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai montré le message à ma mère, et elle a hoché la tête lentement. « Rencontre-la, a-t-elle dit, mais dans un endroit public. » Le lendemain matin, j'ai retrouvé Manon dans un café du centre-ville. Elle avait l'air nerveuse, jouant avec sa tasse, regardant autour d'elle comme si elle avait peur d'être vue. « J'aurais dû te le dire il y a des mois, » a-t-elle commencé. « Je suis tellement désolée de ne pas l'avoir fait. Je me suis convaincue que ce n'était pas mes affaires, que peut-être je comprenais mal les choses, mais après ce qui s'est passé au mariage, je ne peux plus me taire. De quoi parles-tu? » Elle a sorti son téléphone et a commencé à me montrer des choses. Plus de SMS, d'enregistrements vocaux, d'emails, tous de Véronique et parfois d'Arnaud discutant du mariage, de l'union, de moi, mais ce n'était pas l'implication normale d'une belle-mère. C'était stratégique, calculateur. Ils discutaient de calendrier, de sorties et de ce qui devait arriver avant que je ne devienne un problème. Un enregistrement vocal m'a glacé le sang. La voix raffinée de Véronique dégoulinant de dédain. Une fois la fusion finalisée, il pourra divorcer discrètement. Elle sera tellement reconnaissante de l'expérience d'avoir été une Delacour, même temporairement. Elle ne fera pas de vagues. Je ne pouvais plus respirer. Le café semblait se refermer sur moi. « Quelle fusion ?» ai-je réussi à demander. « Leur entreprise est en difficulté, » a expliqué Manon, sa voix tremblante. « De gros problèmes ?» T'épouser leur donnait accès à un investisseur majeur qui préfère apparemment les hommes de famille avec des relations stables. Tu n'étais jamais censé rester marié à Antoine pour de vrai. Tu étais juste. Tu étais juste une manœuvre commerciale. J'ai couru aux toilettes et j'ai vomi. Tout ce que je croyais, tout ce que j'avais planifié, chaque rêve que j'avais eu de construire une vie avec Antoine,
Tout était un mensonge. J'étais une transaction, une commodité temporaire. Quand je me suis enfin suffisamment ressaisie pour retourner à la table, Manon n'avait plus à me laisser montrer. « Il y a autre chose, » a-t-elle dit doucement. « Quelque chose à propos de ta mère spécifiquement. Véronique a des enregistrements où elle parle d'elle, des trucs vraiment cruels. Mais il y a aussi cette obsession bizarre de garder ta mère dans l'ignorance de quelque chose. Je n'ai pas pu comprendre quoi, mais ça semblait important. » Elle a lancé un autre enregistrement. La voix de Véronique encore. Elle ressemble à quelqu'un qui s'habille encore dans les bacs de solde. Tu imagines? Et Antoine veut se lier à ça de façon permanente. Pas si je peux l'empêcher. Les larmes me brûlaient les yeux. Mais cette fois, ce n'était pas de la tristesse. C'était de la pure rage. Comment osait-elle? Comment osaient-ils tous? Ce soir-là, Antoine s'est présenté à nouveau. Cette fois, je ne l'ai pas laissé éviter la vérité. « Parle-moi de la fusion », ai-je dit. Dès qu'il a franchi la porte, son visage a tout confirmé avant même qu'il ne parle. Il s'est effondré, s'asseyant lourdement sur notre canapé et mettant sa tête dans ses mains. « L'entreprise est en difficulté, a-t-il admis, de graves difficultés. Nous avions besoin d'un investissement significatif du groupe Villedieu. » Et Marc de Villedieu, il est vieux jeu. Il croit aux familles stables. Il pense que les jeunes hommes mariés sont plus dignes de confiance, moins susceptibles d'être imprudents. Donc, tu m'as utilisé. Ce n'était pas une question. Non, je t'aime, Juliette, vraiment. Mais ma mère, elle a été claire. Si je ne me mariais pas bientôt avec quelqu'un, nous perdrions tout. Et quand je t'ai rencontrée, tu étais parfaite. Tu étais gentille et vraie et rien à voir avec les femmes de mon cercle social. Je pensais que peut-être je pourrais avoir les deux, l'investissement et le véritable amour. Et après que l'investissement soit arrivé, après que la fusion soit finalisée, son silence était assourdissant. Elle t'a dit de divorcer de moi, n'est-ce pas? Elle a suggéré que ce serait mieux si nous réévaluions les choses après 18 mois. Elle a dit que tu serais plus heureuse en retournant à ta vie normale. Ma vie normale? Je criais maintenant. Tu veux dire ma vie inférieure? Mes courses en solde? Mes robes simples? Ma vie pas assez bien pour vous? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Sors. Et Antoine ne revient jamais. Après son départ, j'ai tout raconté à ma mère. Chaque enregistrement, chaque texto, chaque horrible vérité sur la vraie raison pour laquelle Antoine m'avait demandé en mariage. Elle a été à écouter calmement, ses mains jointes sur ses genoux, et quand j'ai fini, elle m'a simplement tiré dans ses bras. Ils ont essayé de nous utiliser, a-t-elle dit doucement. Toutes les deux, mais ils ont échoué, ma chérie, parce que nous sommes plus fortes qu'ils ne l'ont jamais cru. Cette nuit-là, j'ai reçu un email anonyme, pas d'objet, juste une phrase. Si tu penses que les insultes étaient graves, attends d'apprendre ce qu'ils avaient prévu pour ta mère. J'ai fixé ce message pendant des heures, mon esprit s'emballant avec des possibilités et des peurs. Que cachaient-ils d'autre? Qu'avaient-ils prévu? J'ai regardé ma mère, dormant paisiblement dans sa chambre, et j'ai pris une décision. On ne se cache plus, ai-je chuchoté pour moi-même. Nous allons tout exposer. La guerre venait juste de commencer. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un sens du but que je n'avais pas ressenti depuis des jours. Ma mère était déjà levée à faire du café dans notre petite cuisine, et je pouvais voir à son expression qu'elle avait à peine dormi non plus. « Nous devons tout comprendre », ai-je dit en m'asseyant à notre table de cuisine avec mon ordinateur portable. Chaque pièce de ce puzzle. Nous avons commencé à creuser. Manon m'avait donné accès à certains de ses contacts, des gens qui travaillaient pour l'entreprise familiale de la cour. Et l'un d'eux était prêt à parler officieusement. Son nom était Thierry et il était à la comptabilité depuis 15 ans. Le groupe de la cour perd de l'argent à flot depuis 3 ans, a-t-il expliqué lors d'un appel vidéo sécurisé. Mauvais investissement, projet raté, les dépenses imprudentes d'Arnaud. Véronique a tout couvert, déplaçant l'argent, mais ils avaient besoin d'un apport massif de capitaux où ils coulaient. C'est là que le groupe Villedieu est entré en jeu, ai-je dit. Exactement. Marc de Villedieu pèse des milliards et il envisageait un investissement majeur qui les aurait sauvés. Mais Villedieu est extrêmement traditionnel. Il ne fera pas affaire avec quelqu'un qu'il considère instable ou moralement douteux. Quand Antoine était célibataire et qu'Arnaud faisait les gros titres pour son style de vie fêtard, Villedieu ne prenait même pas de rendez-vous.
Donc, les fiançailles d'Antoine ont tout changé. Soudainement, Antoine semblait posé, responsable, prêt à reprendre l'entreprise familiale correctement. Villedieu a commencé les négociations quelques semaines après l'annonce de vos fiançailles. Mon estomac s'est retourné. J'avais vu le calendrier moi-même, mais l'entendre confirmer le rendait réel. Thierry n'avait pas fini. Mais voici ce qui me choque vraiment, et c'est la partie que je pense que vous devez savoir. Véronique a fait insérer une clause dans l'accord d'investissement enfouie profondément dans le jargon juridique. Elle stipulait que si le mariage d'Antoine se terminait dans les 18 mois, Villedieu pourrait retirer son investissement et exiger un remboursement avec des pénalités importantes. « Attendez », a interrompu ma mère. « Donc, si Antoine avait divorcé de Juliette rapidement, ils auraient tout perdu de toute façon. » « Pas si le divorce ressemblait à l'idée de Juliette, » a dit Thierry d'un ton sombre. Véronique avait tout un plan. Rendre Juliette si mal à l'aise, si consciente qu'elle n'était pas à sa place, qu'elle finirait par partir d'elle-même. Alors Antoine pourrait jouer le mari au cœur brisé qui avait tant essayé et Villedieu sympathiserait avec lui au lieu de le juger. J'avais la nausée. Chaque commentaire gênant, chaque rabaissement subtil, chaque fois que Véronique m'avait fait sentir petite, tout avait été intentionnel. Elle me brisait systématiquement pour que je finisse par m'enfuir et qu'ils puissent garder à la fois leur argent et leur réputation. Mais pourquoi détestent-ils autant ma mère spécifiquement, ai-je demandé. Il semble que leur mépris pour elle aille au-delà des simples différences de classe. Thierry a hésité. Je ne connais pas tous les détails, mais j'ai entendu Véronique au téléphone une fois avec son avocat dire quelque chose à propos de ta mère étant un risque, que si elle posait trop de questions, tout pourrait s'effondrer. Ça n'avait pas de sens pour moi à l'époque. Une fois l'appel terminé, ma mère et moi sommes restées assises dans un lourd silence. Il y avait autre chose ici, quelque chose de plus profond qu'une simple magouille financière. C'est alors qu'un autre email est arrivé. Même expéditeur anonyme. Cherchez ce qui s'est passé avec le grand-père d'Antoine il y a 30 ans. Votre mère est la clé. Ma mère a blêmi. Il y a 30 ans, a-t-elle chuchoté. J'aurais été, mon Dieu, j'aurais travaillé à l'hôpital. Quel hôpital? J'étais aide-soignante à l'hôpital Saint-Joseph, a-t-elle dit lentement, les yeux perdus dans ses souvenirs. C'était mon premier vrai travail après ta naissance. J'y ai travaillé environ 5 ans avant de passer aux soins à domicile parce que les horaires étaient meilleurs pour t'élever. Aurais-tu pu rencontrer le grand-père d'Antoine là-bas? Tu te souviens de quelqu'un nommé Delacour? Je ne me souviens pas, Juliette. J'ai aidé des centaines de patients. Je ne comprends pas ce que ça a à voir avec quoi que ce soit. Nous avions besoin de plus d'informations. J'ai appelé Manon, qui a accepté de fouiller dans les vieux dossiers. Pendant ce temps, ma mère essayait de se souvenir de détails vieux de 3 décennies, sortant de vieux journaux intimes qu'elle tenait durant ces années. Pendant que nous faisions des recherches, Antoine s'est présenté à l'improviste. J'ai failli ne pas le laisser entrer, mais il avait l'air absolument détruit. Et une partie de moi, la partie stupide qui l'avait aimé, ne pouvait s'empêcher de ressentir quelque chose. J'ai confronté ma mère, a-t-il dit dès qu'il fut à l'intérieur. Je suis allée à la maison et j'ai exigé qu'elle me dise la vérité sur tout. Et elle n'a même pas essayé de nier. Elle m'a juste regardée comme si j'étais stupide d'être surpris. Sa voix s'est brisée. Elle m'a dit, et je cite, « Tu as toujours été destinée à épouser quelqu'un d'utile. Tes sentiments ne sont pas pertinents. C'est comme ça que cette famille survit. » Ma mère a émis un petit bruit de sympathie, mais je suis restée dure. Qu'est-ce que c'est qu'elle a dit d'autre? J'ai découvert le testament de mon grand-père, a continué Antoine, passant ses mains dans ses cheveux. Je n'ai jamais connu les détails parce que je pensais que j'hériterais normalement à mes 30 ans. Mais il y a une clause. Pour recevoir mon héritage complet, les actifs que Véronique a utilisés pour financer l'entreprise et notre style de vie, je dois être mariée depuis au moins 18 mois et démontrer une stabilité familiale. Donc, elle avait besoin que tu sois mariée, ai-je dit lentement. Mais elle avait aussi besoin de contrôler qui tu épousais et quand ce mariage se terminerait. Exactement, elle manipulait tout. Et quand je lui ai dit que je voulais en sortir, que je préférais perdre l'héritage plutôt que de continuer à vivre son mensonge, tu sais ce qu'elle a dit? Nous avons attendu. Elle a dit « Bien, pars, mais ne pense pas que cette fille et sa mère s'en tireront après nous avoir tout coûté. Elles regretteront le jour où elles nous ont rencontrés. »
Un frisson m'a parcouru l'échine. Est-ce une menace? Je ne sais pas, mais Arnaud a été. Il a été furieux, vraiment furieux. Et tu sais comment il devient. Je savais qu'Arnaud avait toujours eu un côté cruel, mais il le limitait généralement au pic verbal et à la manipulation sociale. Mais s'il se sentait vraiment menacé, s'il pensait que ma mère et moi lui avions coûté son style de vie, je ne savais pas ce qu'il pourrait faire. Mon téléphone a vibré, c'était Manon. « J'ai trouvé quelque chose », a-t-elle dit à bout de souffle quand j'ai répondu. Le grand-père d'Antoine, Robert Delacour, a été admis à l'hôpital Saint-Joseph en novembre 1993 avec une grave crise cardiaque. Il a failli mourir. Et Juliette, j'ai trouvé le rapport d'incident. Une aide-soignante a repéré des signes que les médecins avaient manqués, a insisté pour qu'il fasse des tests supplémentaires et lui a essentiellement sauvé la vie. Quel était le nom de l'aide-soignante? Il y a eu une pause. Le dossier dit J. Martin. Le nom de jeune fille de ta mère est Jeanne Martin. J'ai regardé ma mère, qui était devenue complètement blanche. Oui, ai-je chuchoté. Jeanne Martin. Il y a plus, a continué Manon. Robert Delacour a écrit une lettre à l'administrateur de l'hôpital faisant l'éloge de ta mère, spécifiquement. Il voulait mettre en place une sorte de fonds ou de reconnaissance, mais Véronique, elle n'était pas encore Véronique Delacour. Elle sortait juste avec son fils à l'époque. Elle s'est impliquée d'une manière ou d'une autre, et toute l'affaire a été abandonnée. Ma mère pleurait maintenant, les larmes coulant sur son visage. « Je me souviens de lui, » a-t-elle dit doucement. « Monsieur Delacour, il était si gentil. » Il m'a tenu la main et m'a dit que j'étais son ange. Je ne l'ai jamais revu après sa sortie. Je me suis toujours demandé ce qu'il était devenu. « Il voulait te remercier, ai-je dit, assemblant les pièces. Il voulait faire quelque chose pour toi, mais Véronique l'a arrêté. Mais pourquoi? A demandé ma mère. Pourquoi se soucierait-elle qu'une aide-soignante reçoive une reconnaissance? Le visage d'Antoine est devenu pensif. À moins qu'elle ne sache déjà à l'époque. Si mon grand-père sentait qu'il devait quelque chose à ta mère, s'il l'avait écrit quelque part ou dit à quelqu'un, ça aurait compliqué les choses plus tard quand elle essayait de contrôler les actifs familiaux. Un souvenir a refait surface. Thierry disant que Véronique avait dit à son avocat que ma mère était un risque, que si elle posait trop de questions, les choses pourraient s'effondrer. Elle cache ça depuis 30 ans, a chuchoté ma mère. Elle a enterré tout ce que ton grand-père voulait faire pour moi afin que je ne puisse jamais faire de réclamation, jamais rien remettre en question, jamais devenir un problème pour son contrôle sur la famille. Une autre notification par email, l'expéditeur anonyme à nouveau. Il y a un coffre-fort à la banque Colbert sous le nom de Robert Delacour. Coffre 427. Le deuxième détenteur de clés, Jeanne Martin. Véronique n'a jamais su que j'étais son avocat. Nous avons tous fixé l'écran dans un silence stupéfait. Il t'a laissé quelque chose, ai-je dit à ma mère. Quelque chose dont Véronique ne sait rien. Le lendemain matin, ma mère et moi sommes allés à la banque Colbert. Ses mains tremblaient alors qu'elle remplissait les papiers pendant que le directeur de la banque vérifiait son identité et nous conduisait à la salle des coffres. Je m'attendais presque à ce que ce soit une sorte de piège, une blague cruelle. Mais quand ils ont ouvert le coffre, c'était là. Des documents, des lettres et une enveloppe scellée avec le nom de ma mère écrit d'une écriture élégante. Nous avons tout emmené dans une salle privée et ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre datée de décembre 1993. « Chère mademoiselle Martin, j'espère que cette lettre vous trouvera en bonne santé. Je voulais vous écrire personnellement pour exprimer ma plus profonde gratitude pour m'avoir sauvé la vie. Les médecins me disent que sans votre esprit vif et votre insistance, je n'aurais pas survécu cette nuit-là. Je sais que vous avez refusé toute récompense quand j'ai proposé, disant que vous ne faisiez que votre travail. Mais je suis un homme qui croit qu'il faut honorer ses dettes, et je vous dois tout. J'ai instruit mon avocat de mettre en place un fonds de dotation qui assurera que vous et tous les enfants que vous aurez soyez pris en charge si vous avez un jour besoin d'aide. J'ai également pris des dispositions dans mon testament pour reconnaître votre service publiquement. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve, mais je veux que vous sachiez que vous avez fait une différence. Vous comptez. Ne laissez jamais personne vous faire sentir le contraire. Avec ma gratitude éternelle, Robert Delacour. Ma mère sanglotait ouvertement maintenant. Je l'ai tenue alors qu'elle serrait la lettre. Cette preuve qu'elle avait compté pour quelqu'un dans cette famille puissante, qu'elle n'avait pas été invisible. Les autres documents révélaient tout. Un fonds
qui avait fructifié pendant 30 ans. Des instructions dans le testament original de Robert pour que ma mère reçoive reconnaissance et soutien. Et des notes détaillées de son avocat sur la façon dont Véronique avait systématiquement travaillé pour effacer tout cela après la mort de Robert, comment elle avait intimidé l'exécuteur testamentaire, falsifié des signatures et enterré toute trace des intentions de Robert. « Elle t'a volé », ai-je dit doucement. « Elle a volé ce qu'il voulait que tu aies, et elle le cache depuis. » Antoine, qui avait insisté pour venir avec nous pour nous protéger, avait l'air absolument anéanti. Toute ma famille, tout ce que je pensais savoir, tout est construit sur des mensonges. Nous devons exposer ça, ai-je dit. Tout. Ma mère a hoché la tête, serrant toujours la lettre de Robert. Il voulait que je compte. Il voulait que je sois reconnue. Je ne laisserai plus Véronique effacer ça. Un autre email. L'Assemblée générale des actionnaires est dans 1 semaine. Apportez tout. Elle ne vous verra pas venir. J'ai regardé ma mère, Antoine, la pile de preuves devant nous. 1 semaine, ai-je dit. Nous avons 1 semaine pour construire notre dossier et la faire tomber. Le compte à rebours est lancé. La semaine précédente, l'Assemblée des actionnaires a été la plus intense de ma vie. Ma mère et moi avons à peine dormi, passant chaque heure éveillée à organiser les preuves, contacter les témoins et monter notre dossier. Notre petit appartement s'est transformé en salle de guerre avec des documents couvrant chaque surface disponible et des post-it cartographiant les chronologies sur les murs. Manon est devenue notre alliée inestimable, apportant plus de preuves qu'elle avait soigneusement collectées au fil des mois où elle soupçonnait que quelque chose n'allait pas. « J'ai eu mal au cœur à ton mariage », a-t-elle expliqué, en voyant comment ta mère était traitée, sachant que je savais des plans de Véronique. « J'aurais dû te le dire plus tôt », a-t-elle dit pour la 100e fois. « Je suis tellement désolée. »« Tu me le dis maintenant, » ai-je répondu. « C'est ce qui compte. » Nous avons recueilli des déclarations d'anciens employés qui avaient été témoins des manipulations de Véronique au fil des ans. Thierry nous a mis en contact avec d'autres personnes de l'entreprise qui avaient été menacées ou intimidées pour garder le silence. L'image qui émergeait était celle d'une femme qui avait construit un empire sur des mensonges, des falsifications et des abus émotionnels systématiques. Mais les preuves concernant ma mère, concernant les souhaits de Robert Delacour délibérément enterrés, c'était la clé. Ce n'était plus juste une fraude d'entreprise, c'était une trahison personnelle qui avait duré 3 décennies. Henri, l'ancien avocat de Robert, qui avait été notre source anonyme, a finalement accepté de nous rencontrer en personne. Il était âgé maintenant, ses mains tremblant légèrement alors qu'il nous remettait plus de documents. « Je me sens coupable depuis 30 ans, a-t-il admis. Robert m'a fait promettre de veiller sur votre mère, de m'assurer que ses volontés soient respectées, mais Véronique, elle était implacable. Elle a menacé mon cabinet, ma réputation, ma famille. J'ai été un lâche et je suis désolée. Vous aidez maintenant, a dit ma mère doucement, prenant sa main usée. C'est ce qui compte. Il a souri tristement. Robert serait si fier de vous deux. Il disait toujours que vous aviez un cœur de guerrière, mademoiselle Martin. Il l'a vu cette nuit-là à l'hôpital. Pendant que nous nous préparions, Véronique était occupée à limiter les dégâts. Elle a lancé une campagne de relations publiques massive me peignant comme une femme instable qui ne pouvait pas gérer la pression de se marier dans une famille éminente. Des articles sont apparus dans des magazines de société analysant mon effondrement au mariage. Des sources anonymes, clairement des amis de Véronique, ont donné des citations sur la façon dont tout le monde avait été préoccupé par mon état émotionnel. Les sections de commentaires étaient brutales. La moitié d'Internet avait décidé que j'étais une croqueuse de diamants qui avait pris peur en réalisant qu'elle ne pouvait pas gérer la haute société. L'autre moitié me défendait, mais leur voix était noyée par la machine de relations publiques bien financée de Véronique. Puis la source anonyme, Henri, a divulgué quelque chose qui a changé le récit du jour au lendemain. Des documents financiers montrant des irrégularités dans les comptes du groupe Delacour. Rien qui ne prouvait la fraude directement, mais assez pour soulever des questions. Soudainement, la presse a commencé à fouiner autour de la façade parfaite de Véronique. Antoine traversait sa propre transformation. Il avait déménagé du manoir familial et séjournait dans une chambre d'hôtel modeste, coupé de l'argent de sa famille depuis qu'il avait refusé de jouer leur jeu. Il se présentait à notre appartement tous les jours pour aider à l'enquête, semblant plus épuisé à chaque fois.
Je n'arrête pas de penser à tous les signes que j'ai manqués, a-t-il dit un soir, triant des documents, toutes les fois où ma mère a manipulé les situations. Tous les commentaires cruels qu'elle a faits et que j'ai balayés en pensant qu'elle était juste vieux jeu. J'aurais dû vous protéger toutes les deux. Tu nous protèges maintenant. Ai-je dit, bien qu'une partie de moi soit encore trop blessée pour lui pardonner complètement. Ça compte pour quelque chose. 3 jours avant l'Assemblée des actionnaires, Arnaud a fait escalader les choses. Il a envoyé un message vocal sur mon téléphone, ses mots pâteux à cause de l'alcool, mais la menace claire comme de l'eau de roche. Tu penses être si maligne, à ruiner la réputation de ma famille. Tu n'as aucune idée de qui tu as affaire. Ma mère possède la moitié de la ville. Elle te détruira. Elle détruira ta mère pathétique, et tout le monde s'en fichera parce que personne ne se soucie des gens comme vous. J'ai enregistré le message immédiatement et l'ai envoyé à Henri. C'était une preuve de plus de la vraie nature de la famille de la cour, mais c'était aussi réellement effrayant. Arnaud n'était pas connu pour sa maîtrise de soi, et je m'inquiétais de ce qu'il pourrait faire s'il se sentait vraiment acculé. Peut-être devrions-nous engager de la sécurité, a suggéré ma mère nerveusement. Avec quel argent, ai-je demandé, mais Antoine a entendu. Je m'en occupe, a-t-il dit doucement. Laissez-moi faire cette seule chose. Il a engagé une société de sécurité pour surveiller notre appartement et nous escorter quand nous sortions. C'était surréaliste d'avoir besoin de protection contre la famille que j'avais failli épouser. La nuit avant la réunion, ma mère a craqué. Elle s'est assise à notre table de cuisine, entourée de papier, et a commencé à pleurer. Pas les larmes silencieuses qu'elle avait versées en lisant la lettre de Robert, mais des sanglots profonds et déchirants qui secouaient tout son corps. « J'ai tellement peur », a-t-elle admis quand je l'ai tenue. « Et si nous entrons là-bas demain, et que rien ne change? Et s'ils sont trop puissants? Et si nous aggravions tout? »« Alors nous aggraverons tout, » ai-je dit fermement. « Mais maman, tu as lu la lettre de Robert. Il voulait que tu comptes. Il voulait que tu sois reconnue. Nous l'honorons en faisant cela. Et même si nous perdons, au moins nous nous serons battus. » Elle a hoché la tête, essuyant ses yeux. « Tu es tellement plus courageuse que je ne l'ai jamais été. »« Je l'ai appris de toi, » ai-je dit en lui serrant la main. « Tout ce qui est fort en moi vient de toi. » Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. Je repassais notre plan en boucle, vérifiant et revérifiant nos classeurs de preuves, m'assurant que nous avions tout parfaitement organisé. L'Assemblée des actionnaires serait remplie de certaines des personnes les plus puissantes du monde des affaires. Nous aurions une seule chance de plaider notre cause. À 3 heures du matin, un autre email est arrivé. « Véronique sait que vous venez. Elle prépare une contre-attaque. Soyez prête à tout. » Mon cœur a sombré. Bien sûr qu'elle le savait. Elle avait probablement des espions partout, des gens qui lui rapportaient nos mouvements et préparatifs. Elle avait eu 1 semaine pour planifier sa défense. « Laisse-la planifier, » ai-je murmuré pour moi-même, ouvrant le fichier vidéo du message vocal menaçant d'Arnaud. « Nous avons la vérité. Ça doit compter pour quelque chose. » Le matin de l'Assemblée des actionnaires s'est levé froid et gris, correspondant à mon humeur nerveuse. Ma mère et moi nous sommes habillés avec soin, choisissant des tenues qui étaient professionnelles, mais aussi authentiquement nous. Nous n'allions pas prétendre être des dames de la haute société. Nous allions entrer là-bas exactement comme nous étions. Antoine nous a retrouvés à l'extérieur du bâtiment de l'entreprise. Il avait l'air terrible, comme s'il avait été debout toute la nuit lui aussi, mais ses yeux étaient déterminés. « Prêtes ?» a-t-il demandé. « Non, » ai-je admis, « mais on le fait quand même. » Nous 3, plus Henri et Manon, sommes entrés dans cette tour de verre ensemble. La sécurité a essayé de nous arrêter au début, mais Henri avait l'autorité légale en tant qu'ancien avocat de Robert, et il s'était assuré que nous étions sur la liste officielle des visiteurs. Nous pouvions voir la confusion sur leur visage. Quelqu'un leur avait clairement dit de nous surveiller, mais ils ne pouvaient pas légalement nous refuser l'entrée. Le trajet en ascenseur jusqu'au dernier étage a semblé durer une éternité. La main de ma mère était glacée dans la mienne. Manon vérifiait constamment son sac pour s'assurer qu'elle avait toutes les clés USB avec les preuves électroniques. Antoine fixait les numéros d'étage qui défilaient, la mâchoire serrée. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, nous pouvions entendre la réunion déjà en cours.
La voix de Véronique portait dans le couloir, lisse et confiante, discutant des prévisions trimestrielles comme si elle n'avait aucun souci au monde. Henri a poussé les portes de la salle de conférence. La pièce était énorme avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville. Environ 30 personnes étaient assises autour d'une table massive, toutes se tournant pour regarder notre entrée dramatique. Et là, en bout de table, il y avait Véronique. Elle était immaculée comme toujours, son tailleur de créateur coûtant probablement plus que mon salaire annuel. Mais quand elle nous a vus, quand ses yeux se sont posés sur ma mère, son visage s'est vidé de ses couleurs. Juste pendant 1 seconde, j'ai vu la panique pure traverser ses traits avant qu'elle ne se reprenne. Quelle est la signification de ceci? A-t-elle exigé, se levant. C'est une assemblée privée des actionnaires. Sécurité. Ils sont là avec moi, a dit Henri calmement, sa voix âgée portant une autorité surprenante. Et en tant qu'ancien avocat de Robert Delacour et actionnaire moi-même, j'ai tous les droits d'amener les parties concernées pour discuter de questions de gouvernance d'entreprise et d'éthique. Des murmures ont parcouru la salle. Plusieurs membres du conseil regardaient entre Véronique et Henri avec une confusion et un intérêt évident. « C'est hautement irrégulier », a commencé Véronique. « Qu'est-ce qui est irrégulier ?» a interrompu Antoine, sa voix plus forte que je ne l'avais jamais entendue. « C'est la fraude systématique que ma mère a commise contre cette entreprise, contre notre famille et contre des innocents au cours des 30 dernières années. » La salle a explosé. Tout le monde a commencé à parler en même temps. Le visage de Véronique est passé du choc à la rage et je pouvais la voir calculer, essayant de comprendre comment reprendre le contrôle. « Antoine, assieds-toi, a-t-elle ordonné. Tu ne penses que clairement pas droit. Cette femme t'a manipulé. » Cette femme, ai-je dit fort, m'avançant, a sauvé la vie de ton beau-père et tu as passé 30 ans à t'assurer qu'elle ne reçoive jamais la reconnaissance ou le soutien qu'il voulait qu'elle ait. J'ai fait un signe de tête à Manon, qui a commencé à distribuer des classeurs à tout le monde autour de la table. À l'intérieur se trouvait tout, organisé chronologiquement. La lettre de Robert, les dossiers de l'hôpital, les dispositions testamentaires enterrées, les documents du fonds de dotation, les preuves des falsifications de Véronique, les déclarations des témoins, les irrégularités financières, toutes. Ce que vous tenez, a expliqué Henri alors que les gens commençaient à feuilleter les pages, est la preuve que Véronique Delacour a systématiquement violé les souhaits explicites de Robert Delacour, falsifié des documents juridiques, détourné des fonds d'un legs et construit toute sa position dans cette entreprise sur des mensonges et de l'intimidation. Véronique a claqué sa main sur la table. C'est de la diffamation. Je poursuivrai chaque personne dans cette pièce. « Avec quel argent ?» a demandé Antoine calmement. « L'argent que tu as volé à la mère de Juliette? Les fonds de l'entreprise que tu as détournés? L'investissement de Marc de Villedieu que tu as obtenu par fraude? » L'un des membres du conseil, un homme plus âgé que je ne reconnaissais pas, a levé le classeur. « Ces documents sont-ils authentifiés? » Chacun d'entre eux, a confirmé Henri. J'ai travaillé avec des experts comptables judiciaires et des spécialistes en documents au cours de la semaine dernière. Tout est vérifié et prêt à être remis aux autorités de régulation si nécessaire. « C'est ridicule, » a dit Véronique, mais sa voix avait perdu son tranchant autoritaire. Elle regardait autour de la table, essayant de trouver des alliés, mais tout le monde fixait les preuves devant eux avec diverses expressions de choc et d'inquiétude. C'est alors que ma mère s'est levée. Elle avait été si calme que tout le monde avait presque oublié qu'elle était là. Mais maintenant, elle s'est déplacée vers l'avant de la pièce, tenant la lettre de Robert dans ses mains tremblantes. « Je m'appelle Jeanne Martin », a-t-elle dit, sa voix douce mais claire. « Il y a 30 ans, j'étais aide-soignante à l'hôpital Saint-Joseph. J'ai aidé à sauver la vie de Robert Delacour. Il m'a écrit cette lettre pour me remercier et promettre de s'assurer que ma fille et moi serions prisées en charge. Je n'ai jamais reçu cette aide, je n'ai même jamais su que cette lettre existait jusqu'à la semaine dernière. Elle a levé la lettre pour que tout le monde puisse la voir. Pendant 3 décennies, j'ai cumulé 2 et parfois 3 emplois pour soutenir ma fille. J'ai lutté et sacrifié et fait tout ce que je pouvais pour lui donner une bonne vie. Et pendant tout ce temps, il y avait de l'argent, de la reconnaissance et du soutien que le père de quelqu'un voulait que j'aie. Mais cette femme, elle a pointé Véronique, a tout enterré pour pouvoir maintenir son contrôle. Elle ment, a insisté Véronique, mais elle ne pouvait pas détacher ses yeux de la lettre.
Ça pourrait être falsifié. Ça ne l'est pas, a dit Henri fermement. Et je peux le prouver parce que j'ai été témoin de la signature de Robert. Je l'ai regardé la mettre dans ce coffre-fort avec le nom de votre mère comme deuxième détentrice de clés. J'ai porté la culpabilité de ne pas avoir protégé ses volontés pendant 3 décennies et je ne resterai plus silencieux. L'un des membres du conseil s'est levé. Je propose une suspension immédiate de Véronique Delacour en attendant une enquête complète sur ces allégations. Je seconde, a dit une autre voix. C'est absurde, a crié Véronique. J'ai dirigé cette entreprise pendant des années. Je vous ai tous rendus riches. Vous allez jeter tout ça sur la base d'une histoire larmoyante et de documents opportuns apparus soudainement? Les documents ont été authentifiés, a dit froidement le premier membre du conseil. Et franchement, Véronique, nous avons des questions sur certaines irrégularités financières depuis des mois. Cela ne fait que confirmer nos inquiétudes. Au vote, a appelé quelqu'un d'autre. Les mains se sont levées autour de la table. Un par un, les membres du conseil ont voté pour suspendre Véronique en attendant l'enquête. Son visage est passé du rouge au blanc. Son sang-froid soigneusement maintenu se brisant enfin. « Vous êtes tous des imbéciles », a-t-elle sifflé. « Cette femme et sa fille ne sont rien. Elles sont en dessous de nous. Tout ce cirque est à cause d'une mariée qui n'a pas pu supporter une simple blague à son mariage. » Une blague? La voix de ma mère a coupé la pièce comme un couteau, et tout le monde s'est tourné pour la regarder. Elle se tenait plus droite maintenant, sa peur remplacée par une colère juste. Votre fils m'a traité de laide au mariage de ma fille. Vous vous êtes moqué de mes vêtements, de mon travail, de ma vie. Vous nous avez traités toutes les deux comme si nous n'étions pas assez bien pour respirer le même air que vous. Et pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'argent, parce que nous ne sommes pas de votre cercle social. Le père de votre mari pensait que j'étais digne de respect et de reconnaissance. La différence entre lui et vous, c'est qu'il savait que l'argent ne rend pas quelqu'un important. Le caractère, si, et vous n'en avez aucun. La salle était absolument silencieuse. Même Véronique semblait abasourdie au point de perdre la parole. C'est alors que la sécurité est apparue à la porte, mais ils n'étaient pas là pour nous. Ils étaient là pour Arnaud Delacour. L'un des officiers a dit « Nous avons un mandat d'arrêt contre vous pour détournement de fonds, fraude et escroquerie. » Tous les yeux se sont tournés vers l'endroit où Arnaud était assis tranquillement dans le coin, espérant probablement éviter d'être remarqué. Son visage est devenu pâle alors que les officiers s'approchaient. « C'est une erreur », a-t-il balbutié. « Mère, dis-leur. » Mais Véronique le fixait simplement. Et à ce moment-là, j'ai vu quelque chose se briser en elle. Son empire, son contrôle, sa façade de famille parfaite. Tout s'effondrait en temps réel. Les officiers ont emmené Arnaud menotté. Les membres du conseil sortaient déjà leur téléphone, appelant des avocats et des équipes de relations publiques. Henri expliquait calmement les prochaines étapes à plusieurs personnes à l'air inquiet. Et Véronique, elle restait juste là à regarder tout ce qu'elle avait construit tomber en morceaux. Quand elle a finalement regardé ma mère, il y avait quelque chose presque comme de la reconnaissance dans ses yeux. Pas du respect, peut-être jamais de respect, mais au moins la reconnaissance qu'elle nous avait sous-estimée. « Ce n'est pas fini », a-t-elle dit doucement. « Si », a répondu ma mère, la voix ferme. « Ça l'est. En quittant cette salle de conférence, j'ai eu l'impression de pouvoir enfin respirer. Nous l'avions fait. Nous étions entrés au cœur de leur pouvoir et avions exposé la vérité. Les batailles juridiques n'étaient pas terminées. Je savais qu'il y aurait des enquêtes et des procès et probablement plus d'attention médiatique. Mais nous avions fait le premier pas. À l'extérieur du bâtiment, les journalistes se rassemblaient déjà. La nouvelle de l'Assemblée des actionnaires dramatiques se répandait rapidement. Ma mère et moi, nous sommes tenus sur ces marches, main dans la main, et pour la première fois depuis des semaines, nous avons toutes les deux souri. Ton grand-père serait fier. Ai-je dit à Antoine, qui nous avait suivis dehors, il a hoché la tête, les larmes aux yeux. Je pense qu'il serait plus fier de vous deux. C'est vous qui avez honoré sa mémoire. Nous nous sommes éloignés de ce bâtiment ensemble, laissant Véronique et son empire derrière nous. L'histoire n'était pas finie. Je savais qu'il y avait d'autres chapitres à venir. Mais à ce moment-là, debout dans l'air froid du matin, avec la main de ma mère dans la mienne, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis ce jour à l'hôtel. Je me sentais libre
et je savais que peu importe ce qui arriverait ensuite, nous l'affronterions ensemble. L'explosion médiatique après l'Assemblée des actionnaires ne ressemblait à rien de ce que j'aurais pu imaginer. En quelques heures, tous les grands médias couvraient l'histoire. L'empire de la famille Delacour bâti sur la fraude et la falsification dominait les titres. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des demandes d'interview, des messages de personnes prétendant avoir leurs propres histoires sur Véronique et, étonnamment, le soutien d'inconnus du monde entier. Ma mère et moi étions assises dans notre appartement ce soir-là, regardant la couverture médiatique dans un silence stupéfait. Il y avait des images d'Arnaud emmené menotté, des photos du bâtiment de l'entreprise avec la sécurité escortant divers dirigeants à l'extérieur, et des spéculations sans fin sur ce qui allait se passer ensuite. « Je n'arrive pas à croire que c'est notre vie maintenant », a chuchoté ma mère, regardant son propre visage apparaître à l'écran depuis plus tôt dans la journée. Les informations avaient obtenu des images de nous quittant le bâtiment, et l'image de nous tenant la main sur ces marches était déjà partagée partout avec des légendes comme David contre Goliath et la justice prévaut. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Mademoiselle Martin, c'est l'associée d'Henri, Patricia. Il m'a demandé de vous appeler. Nous avons reçu des informations d'une autre source, quelqu'un qui a travaillé très étroitement avec Robert Delacour pendant de nombreuses années. Il veut vous rencontrer toutes les deux demain matin. C'est important. Le nom de l'homme était Jacques Chêne et il avait été l'assistant personnel de Robert Delacour pendant plus d'une décennie avant la mort de Robert. Nous l'avons rencontré dans un restaurant calme, le même où j'avais rencontré Manon pour la première fois. Il avait 70 ans maintenant, impeccablement habillé avec des yeux gentils qui me rappelaient la lettre de Robert. « J'aurais dû me manifester il y a des années », a commencé Jacques après que nous ayons commandé du café. « Mais Véronique, elle a des moyens de faire disparaître les gens de son monde. Je tenais trop à ma retraite et à ma paix pour la combattre. »« Que savez-vous » ai-je demandé doucement. Il a sorti un dossier en cuir usé. Robert tenait des journaux détaillés. Je l'ai aidé à les organiser. Après sa mort, Véronique m'a fait détruire la plupart d'entre eux, mais je n'ai pas pu me résoudre à tout détruire. Ce sont des copies des entrées concernant votre mère. La main de ma mère a tremblé alors que Jacques faisait glisser le dossier vers nous. À l'intérieur se trouvaient des pages photocopiées d'une écriture manuscrite soignée. Les dates allaient de novembre 1993 à janvier 1994. 12 novembre 1993, je devrais être mort. Les médecins m'ont dit plus tard que j'étais à quelques minutes d'une insuffisance cardiaque complète. Mais une jeune aide-soignante, Jeanne Martin, a vu quelque chose que les autres ont manqué. Elle a insisté pour qu'il fasse des tests supplémentaires, malgré le médecin traitant qui rejetait ses inquiétudes. Sa persistance m'a sauvé la vie. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un avec une telle détermination farouche à faire ce qui est juste, indépendamment de la hiérarchie ou de l'intimidation. Elle me rappelle ma défunte mère. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes en lisant. 3 décembre 1993. J'ai rencontré mon avocat aujourd'hui pour m'assurer que Jeanne Martin soit correctement remerciée et protégée. J'ai mis en place un fonds et pris des dispositions dans mon testament. Véronique semble préoccupée par cela, disant que je suis trop généreux avec le personnel. Son commentaire me trouble. Je commence à me demander si mon fils a choisi la bonne femme. Jacques nous regardait lire, son expression triste. Il y a d'autres entrées. Robert prévoyait d'offrir à votre mère un poste dans la fondation familiale pour l'aider à faire avancer sa carrière. Il voyait en elle un potentiel qui allait bien au-delà d'un acte d'héroïsme. Mais après sa mort, Véronique a agi rapidement. Elle m'a fait licencier en quelques semaines, a remplacé toute l'équipe de direction par ses propres gens et a systématiquement effacé toute trace des intentions de Robert. « Pourquoi ?» a demandé ma mère, la voix brisée. « Pourquoi me détestait-elle autant? J'étais juste une aide-soignante. Je n'étais personne. » « C'est exactement pour ça, » a dit Jacques doucement. « Tu n'étais personne et pourtant Robert te valorisait. Il te respectait. » Il voulait t'élever. Toute l'identité de Véronique est construite sur le fait d'être indispensable, d'être la seule qui compte. Quiconque Robert valorisait indépendamment d'elle était une menace pour son contrôle. J'ai senti la colère brûler dans ma poitrine. Toutes ces années, ma mère avait lutté et travaillé jusqu'à l'épuisement alors qu'il y avait un soutien qui l'attendait.
un soutien que le père de quelqu'un avait spécifiquement voulu qu'elle ait. « Il y a autre chose », a continué Jacques. Sa voix baissant, la raison pour laquelle Véronique n'était jamais censée être à la tête de l'entreprise. Robert avait de sérieux doutes sur son caractère dans ces derniers mois. Il prévoyait de restructurer son testament pour limiter son accès à l'entreprise familiale. Il est mort avant de pouvoir finaliser ces changements. « Pensez-vous qu'elle savait ?» ai-je demandé. Jacques a hésité. « Je n'ai pas de preuves, mais le timing était opportun. » Robert était en excellente santé après son rétablissement. Sa mort soudaine d'un accident vasculaire cérébral quelques mois plus tard a surpris tout le monde, y compris ses médecins. L'implication pendait dans l'air, sombre et terrible. Ma mère avait l'air d'aller être malade. « Je ne dis pas qu'elle l'a tué, » a clarifié Jacques rapidement. « Je n'ai aucune preuve de cela, mais je dis qu'elle a énormément bénéficié du fait que sa mort soit survenue exactement à ce moment-là, avant qu'il ne puisse changer son testament. » Il nous a tendu un autre document. Ceci est un brouillon du testament révisé sur lequel Robert travaillait. Henri en avait une copie. Cela vous aurait fait, mademoiselle Martin, une administratrice de la fondation familiale avec un pouvoir de décision significatif. Cela aurait assuré qu'Antoine hérite de l'entreprise, pas Véronique. Tout aurait été différent. Cette nuit-là, armé de ces nouvelles informations, Antoine nous a aidés à tout organiser pour ce que nous savions être une longue bataille juridique. Il était resté en contact avec Henri, qui se coordonnait avec les enquêteurs et les procureurs construisant des dossiers contre Véronique et Arnaud. Ils ont trouvé plus, nous a dit Antoine, le visage sombre. Arnaud détourne des fonds depuis des années. Faux contrats de consultation, société écran, virements vers des comptes offshore. C'est une fraude massive. Et ta mère, ai-je demandé. Les accusations de falsification sont solides. Les documents qu'elle a falsifiés pour obtenir le contrôle de l'entreprise, pour effacer les souhaits de mon grand-père, ils sont tous prouvables. Henri a gardé des copies de tout. Dieu merci. Pendant que nous travaillions, j'ai remarqué que ma mère devenait de plus en plus silencieuse. Finalement, vers minuit, elle s'est retirée dans sa chambre. Je l'ai trouvée assise sur son lit tenant la lettre de Robert. Je continue de penser à ce qui aurait pu être, a-t-elle dit quand je me suis assise à côté d'elle. Si Véronique n'avait pas tout enterré, si les souhaits de Robert ont été honorés, toute ta vie aurait pu être différente. Tu aurais pu avoir des opportunités, une éducation, des relations. Maman, j'aime ma vie. J'aime qui je suis devenue grâce à la façon dont tu m'as élevée, mais tu n'aurais pas dû avoir à lutter autant. Je n'aurais pas dû avoir à faire 3 boulots. Il y avait de l'aide disponible et elle nous l'a volée. Sa voix s'est brisée. Il s'est souvenu de moi, Juliette. Pendant des mois après que je l'ai aidée, il a pensé à moi et voulait s'assurer que j'allais bien. Et elle s'est assurée que je ne le sache jamais. Je l'ai tenue pendant qu'elle pleurait. Cette femme, qui avait été si forte pendant si longtemps, s'autorisait enfin à ressentir tout le poids de ce qui nous avait été volé. Le lendemain matin a apporté un autre développement choquant. Un email est arrivé d'une adresse que je ne reconnaissais pas. Le mariage de Véronique Delacour avec Thomas Delacour n'a jamais été légalement enregistré. Dossier du tribunal joint. Elle commet une fraude depuis plus de 30 ans. Les documents joints étaient explosifs. Véronique et le père d'Antoine avaient apparemment fait une cérémonie de mariage, mais la licence de mariage n'avait jamais été correctement déposée. Que ce soit intentionnel ou un oubli, le résultat était le même. Véronique se présentait comme l'épouse légale de Thomas Delacour depuis des décennies sans être réellement mariée avec lui. « Ça change tout », a expliqué Henri. Aitken Henri, quand nous l'avons appelée immédiatement. Si elle n'a jamais été légalement mariée à Thomas, elle n'a aucune prétention légitime sur aucun des actifs familiaux qu'elle contrôle. Tout ce qu'elle a fait, chaque décision qu'elle a prise, tout est frauduleux. Antoine avait l'air absolument anéanti. « Toute ma famille est un mensonge », a-t-il dit doucement. « Chaque chose que je pensais savoir est construite sur la tromperie. »« Pas tout », a dit ma mère doucement. « Ton grand-père était un homme bon. Tu portes son héritage, pas le sien. » L'enquête a avancé rapidement après ça. Avec le témoignage de Jacques, la documentation d'Henri et les nouvelles preuves sur le mariage frauduleux de Véronique, les procureurs avaient assez pour porter des accusations sérieuses. Véronique a été arrêtée dans son manoir, les images passant sur toutes les chaînes d'information.
Elle semblait plus petite d'une certaine manière, sa présence autoritaire habituelle diminuait alors qu'elle était emmenée. Mais même face à des accusations criminelles, Véronique est restée provocante. Par le biais de ses avocats, elle a publié une déclaration affirmant qu'elle était victime d'une conspiration, que ma mère et moi avions manipulé Antoine pour accéder à la fortune familiale. C'était absurde étant donné toutes les preuves, mais certaines personnes y croyaient. Internet était divisé, certains nous traitant d'héroïnes et d'autres nous traitant d'opportunistes. Arnaud, pendant ce temps, était occupé à essayer de se sauver. Faisant face à une peine de prison sérieuse, il a accepté de témoigner contre Véronique en échange d'une peine réduite. Les détails qui ont émergé étaient accablants. Il a décrit comment Véronique avait délibérément isolé Antoine, contrôlé chaque aspect de sa vie et vu les gens comme des outils à utiliser et à jeter. Elle m'a dit la veille du mariage que Juliette était temporaire. Arnaud a admis dans sa déposition, qui a fuité dans la presse. Elle a dit « Nous avions juste besoin que le mariage dure assez longtemps pour sécuriser l'investissement. Ensuite, Antoine pourrait divorcer discrètement et épouser quelqu'un de plus approprié. » Quand j'ai fait ce commentaire au mariage, je ne faisais que suivre son exemple. Elle se moquait de la mère de Juliette depuis des mois en privé. En lisant cette déposition, je me suis sentie justifiée, mais aussi triste. Cette famille avait été tellement tordue par les manipulations de Véronique que même la décence humaine de base avait été perdue. L'assemblée des actionnaires suivante a eu lieu 2 semaines plus tard, et cette fois, c'était encore plus intense que la première. Le conseil avait terminé son enquête préliminaire, et ce qu'ils avaient trouvé était assez accablant pour appeler à une restructuration complète de la direction de l'entreprise. Ma mère et moi nous sommes préparés soigneusement pour cette réunion. Nous n'étions plus seulement des témoins. Henri avait arrangé pour que nous soyons présentes en tant que partie ayant qualité pour agir en raison du fonds que Robert avait établi. Le fonds, qui avait fructifié pendant 30 ans, valait maintenant une somme substantielle. Assez pour changer nos vies complètement. « Je ne veux pas de leur argent », n'arrêtait pas de dire ma mère. « Je veux juste que la mémoire de Robert soit honorée. » « Ce n'est pas leur argent, lui ai-je rappelé. C'est le tien. Il voulait que tu l'aies. Le prendre n'est pas être avide, c'est accepter un cadeau de quelqu'un qui te valorisait. » La salle de conférence était encore plus bondée cette fois avec des avocats, des enquêteurs et des représentants des médias autorisés à observer. Véronique n'était pas là. Elle était en liberté sous caution, mais avait été bannie de la propriété de l'entreprise. Son avocat était assis à sa place, semblant profondément mal à l'aise. Antoine a parlé en premier. « Je veux m'adresser au conseil et aux actionnaires. Mon grand-père a construit cette entreprise sur des principes d'intégrité et d'équité. Ma mère a violé chacun de ces principes. Je demande formellement que toutes ces actions, en tant que PDG, soient examinées et, le cas échéant, annulées. Je demande également que les dispositions que mon grand-père a prises pour Jeanne Martin soient pleinement honorées et exécutées. » Le chef du conseil, Richard Castel, a hoché la tête gravement. Nous avons terminé notre examen des documents fournis par M. Chen et Maître Henry. Les preuves sont claires que Véronique Delacour a systématiquement fraudé cette entreprise, manipulé la gouvernance d'entreprise et violé ses obligations fiduciaires pour un gain personnel. Il s'est tourné pour regarder où nous étions assises. Mademoiselle Martin, au nom de ce conseil et de cette entreprise, je veux vous présenter des excuses formelles. Vous avez été lésée de la manière la plus fondamentale. Les souhaits de Robert Delacour concernant votre bien-être ont été délibérément enterrés, et nous prenons la responsabilité de ne pas avoir découvert cela plus tôt. Ma mère a hoché la tête, les larmes coulant sur son visage. Mais elle n'a pas parlé. Elle ne pouvait pas. De plus, a continué Castel, nous établissons la Fondation mémoriale Robert Delacour en votre honneur, dédiée à soutenir les travailleurs de la santé qui démontrent un caractère et un dévouement exceptionnels. Vous servirez en tant qu'administratrice fondatrice si vous acceptez. « J'accepte », a réussi à dire ma mère. « Merci. » Puis c'était mon tour. Je me suis levée en tenant le classeur de preuves que nous avions compilé. Je veux aborder quelque chose qui s'est perdu dans toute la discussion juridique. Véronique Delacour n'a pas seulement commis une fraude, elle s'est livrée à des abus émotionnels systématiques. Elle a ciblé ma mère et moi spécifiquement, pas seulement parce que nous étions gênantes pour ses plans, mais parce qu'elle croyait sincèrement que nous étions en dessous d'elle, indignes.
Je pouvais voir plusieurs membres du conseil bouger mal à l'aise. Bien, ils devraient être mal à l'aise. Elle s'est moquée des vêtements de ma mère, de son travail, de sa vie entière. Elle a manipulé son fils pour qu'il m'utilise comme un pion dans une transaction commerciale. Et quand nous avons eu l'audace de nous défendre, elle a essayé de nous détruire. Ce n'est pas seulement de la fraude, c'est de la cruauté. Et quiconque dans cette pièce savait comment elle était et n'a rien dit porte une certaine responsabilité. La salle était silencieuse. Même les avocats avaient arrêté de remuer leurs papiers. Mon grand-père, a dit Antoine, se levant à côté de moi, voyait en Jeanne Martin ce que sa femme refusait de voir. Une bonté authentique, du caractère, de l'intégrité. Il voulait honorer cela. Ce conseil a une chance maintenant de faire ce qui aurait dû être fait il y a 30 ans. Ne la gâchez pas. Le vote pour retirer Véronique définitivement et annuler toutes ses décisions d'entreprise a été unanime. Le vote pour installer Antoine comme PDG par intérim avec une surveillance significative est passé avec une seule dissidence. Le vote pour exécuter pleinement le legs de Robert et établir la fondation est passé sans opposition. En quittant cette réunion, les journalistes nous ont assaillis sur les marches. Cette fois, ma mère était prête. Elle s'est arrêtée, s'est tournée vers les caméras et a parlé clairement. J'étais une jeune aide-soignante il y a 30 ans, essayant juste de faire mon travail et de bien le faire. Robert Delacour l'a vu, l'a valorisé et voulait le soutenir. Sa femme a passé 3 décennies à s'assurer que je ne le sache jamais. Mais la vérité finit toujours par sortir. À quiconque regarde et a déjà été amené à se sentir inférieur, à quiconque on a déjà dit qu'il ne comptait pas, souvenez-vous de ceci. Votre valeur n'est pas déterminée par les gens qui ne peuvent pas la voir. Elle est déterminée par vous. Le clip est devenu viral en quelques heures. Votre valeur ceste vous a commencé à être tendance. Des messages affluaient du monde entier, des gens partageant leurs propres histoires d'avoir été sous-estimés ou rejetés. Mais tout le monde ne célébrait pas. Ce soir-là, j'ai reçu un message menaçant d'un numéro inconnu. « Tu penses avoir gagné? Tu viens de te faire des ennemis que tu ne peux pas imaginer. Surveille tes arrières. » Je l'ai montré à l'équipe de sécurité qu'Antoine avait engagée pour nous. Ils l'ont pris au sérieux, augmentant notre protection et notifiant la police. Mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment que ce n'était pas fini. Pas vraiment. 2 jours plus tard, l'avocat de Véronique a demandé une réunion. Ma mère et moi, avec Henri présent, l'avons rencontré dans un lieu neutre. Il avait l'air épuisé, comme s'il avait combattu un client impossible. « Madame Delacour veut offrir un accord, » a-t-il commencé. « Un paiement financier substantiel en échange de l'abandon de toutes les poursuites civiles. » « Non, » a dit ma mère, immédiatement. « Il ne s'agit pas d'argent. » Elle veut aussi faire des excuses publiques. Elle est incapable d'excuses sincères, ai-je interrompu. C'est juste pour limiter les dégâts. L'avocat a soupiré. Entre vous et moi, vous avez raison. Mais je suis obligée de présenter l'offre. Elle est désespérée. Les charges criminelles sont assez sérieuses pour qu'elle envisage une peine de prison significative. Elle essaie d'atténuer les dommages civils pour que sa défense juridique ne la mette pas complètement en faillite. « Dites-lui, » a dit ma mère fermement, « que la seule chose que je veux d'elle est qu'elle admette publiquement ce qu'elle a fait, pas une déclaration soigneusement formulée par des avocats. Je veux qu'elle regarde une caméra et dise la vérité sur comment elle a enterré les souhaits de Robert et pourquoi. Elle ne fera jamais ça. » Alors nous n'avons rien à discuter. En partant, je me sentais fière de ma mère. La femme qui s'excusait de prendre de la place exigeait maintenant la vérité et la responsabilité. Le procès de Véronique a commencé par un matin froid de mars. Le palais de justice était entouré de médias, de manifestants pour et contre elle, et de curieux. Ma mère et moi avons assisté à chaque jour des débats, assises tranquillement dans la galerie, témoignant que la justice était enfin rendue. L'accusation a construit son dossier méthodiquement. Ils ont présenté les documents falsifiés, les témoignages de Jacques et d'autres, les dossiers financiers montrant la fraude systématique. Henri a témoigné des souhaits originaux de Robert et de la façon dont Véronique l'avait menacé pour qu'il se taise. Antoine a témoigné de la manipulation et du contrôle de sa mère, sa voix se brisant plusieurs fois alors qu'il détaillait l'abus émotionnel qu'il avait subi. Et puis, Arnaud a pris la barre. Le regarder témoigner contre sa propre mère était surréaliste. Il semblait diminuer, son arrogance habituelle complètement disparue. L'accusation lui a fait tout raconter.
Le détournement de fonds, les menaces que Véronique avait faites à diverses personnes, la façon dont elle avait orchestré tout le stratagème avec mon mariage. « Pourquoi as-tu fait ce commentaire au mariage ?» a demandé le procureur. « Ma mère m'a dit de le faire », a admis Arnaud. Pas ces mots exacts, mais elle se plaignait de la mère de Juliette depuis des semaines. Elle a dit que quelqu'un devait les remettre à leur place, leur rappeler qu'elles s'élevaient au-dessus de leurs conditions. Je pensais faire ce qu'elle voulait. Et quand la mariée est partie, maman était furieuse. Pas contre moi, contre elle. Elle a dit qu'elles avaient tout gâché, qu'elles nous avaient coûté des millions. Elle a commencé à planifier comment les discréditer, comment tourner l'histoire. Elle était obsédée. L'avocat de Véronique a essayé de discréditer le témoignage d'Arnaud, le peignant comme un témoin peu fiable, essayant de réduire sa propre peine, mais les preuves documentées soutenaient tout ce qu'il disait. Les textos, les emails, les dossiers financiers, tout corroborait son histoire. Quand Véronique a finalement pris la barre pour sa propre défense, j'ai vu ma mère se redresser. C'était le moment que nous attendions. Véronique était composée, élégante, même au tribunal. Elle a tout nié avec une certitude calme qui était presque impressionnante. Les falsifications étaient des erreurs administratives. Le fonds enterré, elle n'en avait jamais rien su. Les souhaits de Robert, elle les avait honorés au mieux de sa connaissance. « Madame de la Courte » a dit le procureur, sortant les entrées du journal de Robert. « Votre beau-père a écrit que vous sembliez troublé par sa générosité envers Jeanne Martin. Quelle a été votre réponse à ces plans? » Je ne me souviens pas de cette conversation spécifique. Vous ne vous souvenez pas lui avoir dit qu'il était trop généreux avec le personnel? Je n'utiliserai jamais un tel langage. Pourtant, Jacques Chen a témoigné que vous avez dit exactement cela. Monsieur Chen se trompe ou ment. Ça a continué comme ça pendant des heures. Véronique avait une explication pour tout, une défense contre chaque accusation. Mais alors que l'accusation démantelait méthodiquement chaque défense avec des preuves documentées, je pouvais voir les expressions du jury se durcir. Le moment qui l'a brisé est arrivé de manière inattendue. Le procureur a fait écouter un enregistrement qui avait été trouvé sur le téléphone d'Arnaud. Un message vocal que Véronique avait laissé la nuit après le mariage. Sa voix grésillait à travers les haut-parleurs du tribunal. Elles nous ont humiliés et elles paieront pour ça. Cette femme et sa fille, qui n'est personne, pensent qu'elles peuvent embarrasser la famille de la cour. Je vais les détruire. Je vais m'assurer que tout le monde sache ce qu'elles sont vraiment. Des arrivistes opportunistes qui ont piégé Antoine. Quand j'aurai fini, elles souhaiteront n'avoir jamais entendu notre nom. Le venin dans sa voix était choquant. Plusieurs jurés ont effectivement tressailli. Ma mère s'est penchée et m'a serré la main. « Madame de la Cour » a dit le procureur doucement. « Est-ce que cela ressemble à quelqu'un qui essaie innocemment d'honorer les souhaits de son beau-père? » Le sang-froid de Véronique s'est finalement fissuré. Elles ont gâché le mariage de mon fils. Elles ont fait de nous la risée de tous. Elle méritait. Elle s'est arrêtée, mais c'était trop tard. Elle méritait, mais c'était quoi, Madame de la Cour? D'être détruite? D'être punie pour s'être opposée aux insultes et à la manipulation? Elles auraient dû connaître leur place. Le tribunal a explosé. Le juge a appelé au calme. L'avocat de Véronique semblait vouloir disparaître. Et j'ai regardé cette femme qui avait semblé si puissante, si intouchable, révéler enfin sa vraie nature aux yeux de tous. Après ça, le procès a avancé rapidement. La défense n'a pas pu se remettre de l'éclat de Véronique. Les plaidoiries finales ont peint un tableau clair. Une femme tellement consumée par le contrôle et le statut qu'elle avait commis une fraude, détruit des preuves et abusé émotionnellement de quiconque menaçait son pouvoir. Le jury a délibéré pendant 6 heures. Quand ils sont revenus, chaque personne dans cette salle d'audience a retenu son souffle. Sur le chef d'accusation de fraude, nous déclarons l'accusé coupable. Sur le chef d'accusation de falsification, nous déclarons l'accusé coupable. Sur le chef d'accusation d'entrave à la justice, nous déclarons l'accusé coupable. Ma mère a commencé à pleurer. Je l'ai tenue pendant que le verdict continuait. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Véronique se tenait immobile, le visage vide, alors que son monde entier s'effondrait autour d'elle. Le juge a programmé la condamnation pour le mois suivant, mais a ordonné que Véronique reste en détention jusqu'à cette date. Alors qu'il l'emmenait, elle s'est retournée et nous a regardés directement.
Ses yeux étaient froids, vides de tout sauf de haine. « C'était censé être votre faute, » a-t-elle chuchoté, juste assez fort pour que nous l'entendions. Ma mère s'est levée, la voix calme et claire. Ça ne l'a jamais été. À l'extérieur du tribunal, la frénésie médiatique était écrasante. Mais cette fois, nous avions quelque chose à dire. Ma mère s'est tenue au micro, la voix stable. Aujourd'hui, justice a été rendue. Pas seulement pour moi, mais pour quiconque à qui on a dit qu'il ne comptait pas à cause de son statut social ou de son compte en banque. Robert Delacour croyait qu'il fallait honorer les bonnes personnes, quel que soit leur milieu. Sa femme a passé 30 ans à essayer d'effacer cette croyance. Elle a échoué. La condamnation de Véronique est arrivée 6 semaines plus tard. Le juge, citant la gravité et la durée de ses crimes, l'a condamnée à 15 ans de prison. Avec son âge et sa santé, il était probable qu'elle passerait le reste de sa vie derrière les barreaux. Arnaud a reçu 8 ans pour son rôle dans le détournement de fonds et la fraude. Sa coopération avec les procureurs avait réduit ce qui aurait pu être une peine beaucoup plus longue. Mais il passerait quand même un temps significatif en prison. Antoine se tenait avec nous pendant que les peines étaient lues. Sa famille était complètement détruite, mais il semblait plus léger d'une certaine manière, libéré du poids de leur tromperie. « Je dois découvrir qui je suis sans eux », m'a-t-il dit. Ce soir-là, nous étions assis dans un café calme, juste nous deux, ayant notre première vraie conversation depuis le mariage. « Qui veux-tu être ?» ai-je demandé. « Quelqu'un qui mérite ton pardon, peut-être. Quelqu'un qui prend des décisions basées sur ce qui est juste, pas sur ce qui est pratique ou rentable. » Il m'a regardé avec une vulnérabilité authentique. « Je t'aimais, Juliette, je t'aime encore, mais je sais que j'ai détruit toute chance que nous avions. »« Tu as laissé ta mère te contrôler ?» ai-je dit honnêtement. « Tu savais que quelque chose n'allait pas, et tu as choisi le confort au lieu du courage. »« Je sais, et je passerai le reste de ma vie à le regretter. »« Bien, » ai-je dit, mais sans méchanceté. « Ce regret fera de toi une meilleure personne si tu le laisses faire. » Nous avons parlé pendant des heures cette nuit-là, crevant l'abcès, trouvant une conclusion. Antoine m'a dit qu'il démissionnait de son poste de PDG, qu'il voulait poursuivre quelque chose de significatif plutôt que de simplement gérer l'empire brisé de sa famille. Je lui ai parlé des projets que ma mère et moi avions pour la Fondation. « Peut-être un jour, » a-t-il dit alors que nous nous séparions, « nous pourrions être amis. »« Peut-être, » ai-je convenu, « mais c'est dans longtemps. » La Fondation Mémorial Robert Delacour a été lancée cet été-là. Ma mère s'est jetée dans le travail, interviewant des candidats pour des bourses, concevant des programmes pour soutenir les travailleurs de la santé et partageant son histoire avec quiconque voulait écouter. La regarder se transformer de quelqu'un qui s'excusait d'exister en quelqu'un qui se tenait avec confiance dans sa valeur a été le plus grand cadeau de toute cette épreuve. Nous avons déménagé dans un nouvel appartement, rien d'extravagant, mais confortable et rempli de lumière. Le fonds que Robert avait établi nous avait donné une sécurité financière que nous n'avions jamais connue. Mais plus important encore, il nous avait donné une validation. Nous comptions. Nous avions toujours compté. Jacques est devenu un visiteur régulier, partageant plus d'histoires sur Robert et nous aidant à comprendre l'homme qui avait vu de la valeur en ma mère quand sa propre famille ne le pouvait pas. Henri nous a aidés à naviguer dans les complexités juridiques de la Fondation et est devenu un ami improbable. Manon est restée en contact aussi, ayant quitté son emploi avec le cercle social de la Cour pour poursuivre quelque chose de plus significatif. « Vous regardez toutes les deux vous défendre a changé ma vie », nous a-t-elle dit. J'ai réalisé que je me faisais toute petite pour plaire à des gens qui ne méritaient pas ma loyauté. 6 mois après le procès, nous avons tenu la première cérémonie de remise de bourse de la Fondation. 20 travailleurs de la santé ont reçu un financement complet pour une éducation avancée ainsi que des allocations pour soutenir leurs familles pendant leurs études. La première bénéficiaire était une jeune mère célibataire travaillant comme aide-soignante, tout comme ma mère l'avait été. « Vous m'avez donné de l'espoir », a-t-elle dit à ma mère, les larmes aux yeux. « Vous m'avez montré que parler compte, que riposter compte. » Ma mère l'a serré fort. « Tu as toujours compté, ne l'oublie jamais. » Ce soir-là, ma mère et moi étions assises sur notre nouveau balcon, regardant le coucher de soleil sur la ville. Elle tenait la lettre de Robert qu'elle avait fait encadrer professionnellement. « Penses-tu parfois à ce qu'aurait été la vie si Véronique n'avait pas tout enterré ?» ai-je demandé. « Parfois, a-t-elle admis,
Mais ensuite, je pense à comment tu as tourné. Forte, courageuse, refusant d'accepter l'injustice. Si nous avions eu des vies faciles, serais-tu qui tu es? J'échangerais une partie de cette force pour que tu n'aies pas eu à faire 3 boulots. Moi non, a-t-elle dit fermement. Ces boulots m'ont appris la dignité. Ils m'ont appris que ta valeur n'est pas liée à ton chèque de paie, et ils t'ont appris la même chose. Véronique avait tout l'argent et le pouvoir du monde. Et regarde où ça l'a menée. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un email inattendu. C'était d'un journaliste écrivant un livre sur la fraude d'entreprise et les dynamiques familiales. Il voulait raconter notre histoire. Il voulait l'utiliser comme exemple de la façon dont des gens ordinaires pouvaient s'opposer à la corruption systémique. Ma mère et moi en avons discuté soigneusement avant d'accepter. Notre histoire pourrait aider d'autres personnes, pourrait montrer aux gens que dire la vérité au pouvoir était possible, même quand cela semblait sans espoir. Le livre est sorti le printemps suivant, devenant un best-seller inattendu. Nous avons fait des interviews, des engagements publics et utilisé la plateforme pour promouvoir le travail de la Fondation. Partout où nous allions, les gens nous remerciaient d'avoir été courageuses, de ne pas avoir reculé, d'avoir prouvé que la dignité et le caractère comptent plus que la richesse ou le statut. Mais le moment le plus significatif est arrivé lors de ce qui aurait été mon premier anniversaire de mariage. Au lieu d'être mariée à Antoine, j'étais dans un centre communautaire avec ma mère, animant un atelier sur la reconnaissance et la résistance à la manipulation émotionnelle. Une femme dans la cinquantaine nous a approchés après, en pleurant. Je suis dans une relation où on me dit constamment que je ne suis pas assez bien, que je devrais être reconnaissante que quelqu'un qui réussit s'intéresse à moi. Votre histoire m'a fait réaliser que je mérite mieux. Je le quitte. Ma mère lui a tenu les mains. Vous méritez mieux. Vous l'avez toujours mérité. Il vous a juste fallu un peu de temps pour le voir. Alors que nous rentrions chez nous ce soir-là, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. L'humiliation à l'hôtel, la découverte de la manipulation, le procès, la fondation. C'était la pire et la meilleure année de ma vie. Maman, ai-je dit doucement, je dois te dire quelque chose. Ce jour-là, au mariage, quand nous sommes partis, j'étais terrorisée. Je pensais que nous avions tout gâché, que les gens penseraient que nous étions folles ou dramatiques. Et maintenant, je pense que c'était la chose la plus courageuse que j'ai jamais faite. S'éloigner de ce mariage, de cette vie, de gens qui ne nous valoraient pas, ça nous a libérés. Elle a souri, tendant la main pour serrer la mienne. La lettre de Robert, celle qu'il m'a écrite. Il y a une ligne à laquelle je reviens sans cesse. Il a écrit « Ne laissez jamais personne vous faire sentir le contraire. » Le contraire de quoi? Le contraire d'importante, le contraire de précieuse, le contraire de digne. Exactement. Et ma chérie, nous ne les avons jamais laissés faire. Même quand ils ont essayé de toute leur force, nous ne les avons jamais laissés faire. Nous sommes arrivés à la maison et avons trouvé un paquet sur notre pas de porte. À l'intérieur se trouvait une lettre d'Antoine accompagnée d'un don à la fondation assez substantielle pour financer 10 autres bourses. « Je vous écris de Bordeaux », disait la lettre. J'ai commencé à travailler avec une organisation à but non lucratif qui aide les anciens détenus à reconstruire leur vie. C'est un travail qui rend humble et j'apprends à quoi ressemble le vrai service. J'apprends ce que mon grand-père essayait de m'enseigner. Que le privilège est une responsabilité, pas un droit. Merci à toutes les deux d'avoir refusé de laisser l'obscurité de ma famille éteindre votre lumière. Vous m'avez sauvée même si je ne le méritais pas. Ma mère a posé la lettre avec un sourire doux. Peut-être qu'il y a encore de l'espoir pour lui. Peut-être, ai-je convenu. Cette nuit-là, j'ai sorti le classeur de preuves que nous avions assemblé il y a tous ces mois, celui qui avait été étiqueté « Fait » dans les notes de l'histoire. Je l'ai tenu un moment, sentant le poids de tout ce qu'il représentait, puis je l'ai placé dans une boîte étiquetée « Notre histoire » et je l'ai glissé sur une étagère. Nous avions traversé le feu, ma mère et moi. Nous avions été moqués, manipulés et sous-estimés, mais nous en étions ressortis plus fortes, plus certaines de notre valeur, plus engagées à défendre ce qui était juste. Le mariage qui n'avait pas eu lieu était devenu le début de quelque chose de plus important que le mariage. C'était devenu le début de notre reconquête de notre dignité, de l'honneur de la mémoire d'un homme bon et de la preuve que le caractère compte plus que la richesse ou le statut.
J'ai regardé ma mère, cette femme incroyable qui m'avait élevée avec amour et sacrifice, qui avait affronté un empire d'entreprise avec rien d'autre que la vérité et le courage. « Je suis fière de nous », ai-je dit. « Moi aussi, ma chérie, moi aussi. » Et alors que nous nous installions pour la soirée, j'ai réalisé quelque chose de profond. Véronique avait raison sur une chose. Ce jour-là, au mariage, avait tout changé. Elle n'avait juste pas réalisé que le changement serait le nôtre. Ils ont essayé de nous briser à un mariage. Ils ont essayé de nous faire sentir petites et sans valeur et en dessous d'eux. Mais tout ce qu'ils ont fait, c'est nous montrer notre propre force, notre propre résilience, notre propre valeur inébranlable. Nous avions gagné, non pas parce que nous les avions détruits, mais parce que nous avions refusé de les laisser nous détruire. Et ça, ai-je pensé en fermant les yeux cette nuit-là, c'était la plus grande victoire de toutes. Voici une question pour vous. Si quelqu'un que vous aimiez était utilisé comme un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre, auriez-vous le courage de partir même si cela signifiait tout perdre? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires sur le fait de défendre ce qui est juste, peu importe le coût.